News. Les États-Unis viennent de débloquer le Casa C-295 malien. L'aéronef a atterri ce mardi 31 mai 2022 dans l'après-midi à l'aéroport international Modibo Keïta. Nous reviendrons dans ce journal sur cette affaire qui a défrayé la chronique. Parlant de la MINUSMA, la mission onusienne au Mali fait état de 800 civils affectés par les actes de violence dans son récent rapport. Les détails à suivre également dans ce journal. Au Sénégal, hors de nos frontières, il sera question du lancement du chantier de la première usine de dessalement d'eau de mer. Bienvenue à toutes et à tous sur Joliba TV News, dans ce journal Joliba Evening News, dont c'était là les titres. Pour commencer cette information en bref, le magistrat Mohamed Chérif Koné fait une demande de renvoi de sa convocation devant le Conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature. Les raisons évoquées selon lui sont entre autres la non-conformité de la procédure, la non-prise en compte des droits de la défense universellement consacrés et garantis par la Constitution. La lettre rappelle que la procédure disciplinaire reste soumise aux règles du procès équitable et qu'à ce titre, le magistrat bénéficie de l'assistance d'avocats et ou de ses pairs conformément à l'article 7.1 du statut universel du juge applicable aux magistrats du parquet. Nous poursuivons avec d'autres points de l'actualité et ce sujet, nous vous l'indiquions dans les titres. Les États-Unis viennent de débloquer la licence du transpondeur de l'aéronef Casa C-295 acheté par le Mali. Cet avion de transport de troupes acheté auprès de l'avionneur européen Airbus avait été bloqué par les États-Unis afin de sanctionner le Mali pour soupçon de recrutement d'enfants soldats. L'aéronef a atterri ce mardi 31 mai 2022 dans l'après-midi à l'aéroport international Modibo Keïta. Aruna Saliakone revient sur cette affaire qui avait défrayé la chronique. L'avion de transport militaire Fama, longtemps resté bloqué à l'usine en Espagne, vient enfin d'atterrir à l'aéroport international Bamako-Sénou. C'est mardi 31 mai 2022 aux environs de 19h45. C'est l'annonce faite à chaud par l'armée malienne sur l'arrivée du fameux Casa C-295 dont l'acquisition avait fait couler beaucoup d'encre. En août dernier, cet avion de transport militaire acquis sur fonds propres du Mali avait été bloqué en Espagne par faute de transpondeur, un appareil dont les États-Unis avaient refusé de délivrer la licence. Le transpondeur est un équipement embarqué indispensable pour tout avion. Cet appareil permet au radar secondaire des stations de contrôle du trafic aérien au sol de déterminer la position de l'avion. Il donne également l'information sur sa position aux autres avions se trouvant à proximité. Officiellement, cette sanction des États-Unis avait été prise après un soupçon de recrutement d'enfants soldats par certains groupes armés au Mali. Un soupçon qui était basé sur un rapport de l'ONU datant de 2019, indiquant qu'il y a eu le recrutement et l'utilisation de 215 enfants. Les investigations d'alors avaient démontré que c'était des mouvements armés qui utilisaient les enfants soldats dans leurs rangs et non l'armée malienne. Abdoulaye Diop avait ainsi effectué un séjour de 5 jours aux États-Unis, un séjour pendant lequel il avait sollicité l'appui de personnalités américaines pour la levée du blocus en vue de permettre la livraison de l'aéronef. 10 mois plus tard, les États-Unis lâchent du lest. L'avion militaire de transport tactique est donc arrivé à Bamako. Il a une capacité de 48 à 71 passagers et de 7 tonnes de fret. La MINUSMA, la note trimestrielle de la MINUSMA du 1er janvier au 31 mars 2022 est disponible. Elle fait état de la situation générale des droits de l'homme au Mali telle que observée par la MINUSMA à Bamako, Gao, Kidal, Menaka, Mopti et Tombouctou, ainsi que dans les régions du sud, notamment Kai, Koutiala et Sikasso. Adama Sanogo nous fait le point des civils affectés par les actes de violence dans le dit rapport. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali a enregistré entre le 1er janvier et le 31 mars 2022 au total plus de 800 civils qui ont été directement affectés par des actes de violence. Et la grande majorité de ces victimes sont des hommes suivis des femmes et d'enfants.
Ces actes de violence ont eu lieu en majeure partie dans les régions du centre. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, l'État islamique dans le Grand Sahara et autres groupes similaires ont été indexés dans le rapport. Ils sont désignés comme les principaux auteurs des actes de violence contre les civils, soit plus de 400 atteintes aux droits de l'homme. En ce qui concerne toujours les violences de droits de l'homme, les forces armées de défense et de sécurité maliennes sont également citées. En effet, la MINUSMA a documenté plus de 300 violations de droits de l'homme imputables à ces forces armées de défense dans le cadre des opérations militaires, comparativement au rapport précédent dans lequel elles étaient à seulement 31 violations. Des cas de meurtre, d'atteinte à l'intégrité physique ainsi que des cas de détention illégale sont reprochés par le rapport à la coordination des mouvements de l'Azawad dans la ville de Kidal. Les milices et groupes d'autodéfense communautaire, la milice d'Ana Ambassagou et les groupes d'autodéfense d'Ozo ont été responsables de la mort de 6 personnes et de l'enlèvement de 6 autres, tandis que 3 autres personnes ont été blessées du fait des actes de violence de ces groupes, soutient le rapport. En réponse à ce document présenté par la MINUSMA, le gouvernement de la République du Mali a aussi apporté des observations à travers un mémorandum. Dans les localités citées par le rapport de la MINUSMA, ayant enregistré des cas d'exactions et de violations des droits humains, le gouvernement malien a réagi ainsi, je cite, « Aucune information crédible n'a été portée à la connaissance de la hiérarchie militaire qui n'a jamais été au courant de ces faits. » Fin de citation. Organisé par Move Together MT Mali, le Festival international des grands orateurs s'est tenu du 28 au lundi 30 mai 2022. La cérémonie de remise des prix des meilleurs dans plusieurs disciplines s'est tenue au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Rappelons que pour cette 7e édition, le thème portait sur la communication au centre de la paix et de la cohésion sociale. Cheikh Omar Mariko pour le compte-rendu. Ainsi, ces remises de trophées et d'attestations mettent fin aux 3 jours de compétition de ce festival des grands orateurs. Énormément satisfait parce que je sors ici grandi d'abord en apprentissage. Et hormis les trophées, hormis tout ce qui a été décerné aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses à travers les panels, depuis le début du festival jusqu'à présent. J'ai énormément appris. Donc c'est un sentiment de satisfaction avec lequel je rentre à la maison aujourd'hui. Organisé par l'association Move Together, le festival des grands orateurs visait à créer un cadre de cohésion entre les orateurs du Mali à travers des concours dans plusieurs domaines. Une satisfaction selon la présidente de l'association. Alors déjà, les attentes au début de ces festivals, de 1, c'était pour passer un message. Un message allant dans le sens de la paix et de la cohésion sociale. Un message allant dans le sens de l'unité nationale. De 2, nous avons cette satisfaction de la part et des récipiendaires des trophées d'éloquence et des compétiteurs dans les différentes rubriques de compétition. Donc nous pouvons dire que les objectifs ont été atteints. On ne va pas dire à 100%, mais on va dire que dans l'ensemble, 80% des objectifs assignés à ce festival ont été atteints. D'autres catégories ont également reçu des trophées, notamment des animateurs radio, des chanteurs et des comédiens. Ils se sont tous distingués dans leur domaine. Je suis très content d'avoir eu cette distinction. Ici, chez nous, c'est après ta mort qu'on t'honore. Cela prouve à quel point ce prix est symbolique. Ça pousse à redoubler d'efforts dans le travail. Je suis ravie d'avoir reçu ce prix parce que ça me réconforte. C'est mon pays, le Grand Mali. J'ai reçu plusieurs prix à l'extérieur du Mali. Je suis fier aujourd'hui d'avoir reçu ce prix-là parce que né Mali Vraiment, je suis très content. Je salue cette initiative et les initiateurs. Cela prouve que ce sont des jeunes qui aiment le pays et son développement. Je les remercie. Rappelons que ce festival a mis en compétition plusieurs candidats dans divers domaines, notamment en débat, en concours d'éloquence, en slam, en poésie, entre autres. Ainsi s'achève cette 7e édition du festival des grands orateurs. Conférence de presse ce mardi 31 mai pour le lancement du Salon des médias qui se tiendra du 30 juin au 2 juillet prochain.
Une première édition qui aura comme objectif d'étaler les problèmes de fonctionnement, de formation, de financement de la presse malienne lors de plusieurs panels. Ce salon tentera aussi d'apporter des propositions de solutions aux autorités, une initiative hautement saluée et soutenue par les fêtières de presse de notre pays, compte rendu Mamadou Bilali Koulibaly. Très rare pour être souligné, la presse organise un événement pour elle-même. Ce mardi, une conférence de presse de la commission d'organisation pour annoncer la tenue du tout premier salon des médias au Mali. 3 jours d'échange entre les hommes des médias en vue de valoriser ce qu'ils font au quotidien. Donc, du 30 juin au 2 avril 2022, la presse malienne vivra au rythme des activités du salon des médias. Il y aura des stands d'exposition qu'on va donner à chaque organe de médias qui désire participer. Il y aura une salle aussi pour les panels. Il y aura aussi des plateaux qu'on va créer pour des émissions. Les émissions qui souhaitent vraiment être animées et présentées autour du salon. Le public sera là pour visiter, apprécier ce que les hommes des médias font chaque jour. Mettre en avant les journalistes et leur production, alors les questions liées à la sécurité sociale, à l'entrepreneuriat, à la publicité et aux formations des journalistes seront au cœur des échanges. Les propositions, quant à elles, seront remises aux autorités politiques. D'abord, des panels de réflexion sur les médias et l'entrepreneuriat des médias. Comment une entreprise de médias va faire pour vivre. Ensuite, nous allons réfléchir sur les journalistes. Qui est journaliste, qui ne l'est pas. Nous voulons qu'après cette première édition, que tous les Maliens sachent les difficultés que traversent les médias. Parce que les Maliens aiment trop les médias, mais les médias traversent des moments difficiles. À l'issue des 3 jours, nous allons produire un document qui sera remis aux autorités de la transition éventuellement pour que les difficultés de la presse soient connues. Les activités du salon seront accompagnées par toutes les fêtières de presse, nous promettent les organisateurs. Pour Kassim Traoré, il y va de la survie et de la responsabilité de la presse malienne. Malgré les difficultés, c'est nous qui donnons la parole aux autres. Mais pourquoi quand il s'agit de nous-mêmes, nous ne pouvions pas faire mieux et en présentant nos difficultés aux gens de façon responsable. Donc il y va de l'intérêt de toute la presse. L'échec de ces salons équivaut à l'échec de la presse et de la responsabilité des journalistes. Après plus de 30 ans d'exercice dans les libertés démocratiques, la presse au Mali espère trouver sa route et prendre son envol. De pareilles initiatives pourraient peut-être apporter des changements notables et positifs dans un avenir proche. À présent, nous allons nous intéresser à une personne au parcours assez atypique. Il s'agit de Mamadou Sissoko, un jeune de 24 ans habitant à Banagabougou, dans la commune 6 du district de Bamako. En janvier 2018, il a été victime d'électrocution qui lui a coûté ses 2 avant-bras. Sans formation, il devient graphiste. Aujourd'hui, Mamadou Sissoko fait des conceptions avec ses pieds. Suivez le portrait de ce jeune au destin atypique avec Ibrahima Guindo et Bakora Banyari. Mamadou Sissoko, âgé de 24 ans aujourd'hui, a été électrocuté en janvier 2018 alors qu'il était en première année transit dans un collège de la place. Que s'est-il passé ce jour sombre de la vie de Mamadou alias GMS? Il revient sur le film de l'événement. Bon, c'était le 2 janvier 2018. C'était le 2 janvier 2018. Ma maman faisait la lessive et je devais ramasser les vêtements séchés. Je me suis penché au niveau du mur et j'ai vu un habit de mon père. Je me suis saisi d'une barre de fer qui n'atteignait pas 1 mètre pour pouvoir faire descendre l'habit en question. Malheureusement, j'avais oublié la haute tension au-dessus de ma tête. Je l'ai touché et ce qui devait arriver arriva. Malheureusement, donc, depuis cet accident, la vie du jeune homme a basculé. Ainsi, pour chasser la nuit, il s'amuse à faire la conception des images avec les pieds.
Au début, je faisais la conception pour me distraire. Et j'ai fini par persévérer dans le domaine sans suivre de formation. Jusqu'à 18 mois après l'accident, je savais faire la conception. Aujourd'hui, Dieu merci, ça va. Quelques cachettes, quelques barrettes. Mon manche de droite n'a pas de quoi noter. La Sarangane sera presque. Mais ça fait 18 mois que je ma conception d'amener. Aujourd'hui, Mamadou regrette d'être devenu malgré lui un poids pour ses parents. C'est à chaque fois, je m'assois, je réfléchis. En plus, à chaque fois que je réfléchis, je suis plus comme avant. Je ne peux plus rien faire seul, même pour mes besoins basiques. Même les dominicains, ils me font faire dans la vie. À part ces trucs-là, je ne sais pas sinon, soit ma mère ou bien mon père. Pour subvenir aux besoins de son fils amputé des 2 avant-bras, le père de Mamadou affirme avoir abandonné son travail de couturier. Je l'habille, je gère son alimentation, il ne peut rien faire seul. Vous savez, quel qu'en soit l'âge d'un enfant, surtout s'il a un handicap, personne ne peut mieux s'occuper de lui que son père, sa mère, éventuellement son épouse. Mais il n'a pas encore eu cette chance. Parce que dès mon corbeille, tout, il m'a dit sur tout, ni handicap do y sort. Moi, je sais qu'il a dans il fani bay, ani frumuso. Bon, alors ma chance dans ma follow, comme ça sort. Depuis l'accident, M. Sissoko cherche sans succès une indemnisation pour son fils, victime d'électrocution d'une ligne de haute tension qui passe au-dessus de la construction commune dans laquelle il se trouve avec sa famille. Bon, ne connais pas ne sera femme chamama. Mali era kona ne sera femme chamama. Amasenga mkotofo. J'ai tapé à plusieurs portes. Les autorités prennent nos dossiers et nous donnent plus de suite. La justice est lente dans notre pays. Elle nous a fait faire de l'expertise parce qu'elle était sceptique de ce qui est arrivé à mon fils. Je ne comprends pas qu'un citoyen soit blessé par la haute tension qui passe sur une cour commune ne reçoivent pas d'indemnisation de la part de l'État parce que l'État est puissant et que nous sommes pauvres. Au cas bana, courant fait, au luka hake kato, jamana fait, parce que jamana est dishibaye, au lieu est fantani. Présentement, le souhait le plus ardent de la famille est d'obtenir le financement d'implantation des prothèses pour Mamadou. Les prothèses d'osro, j'ai les factures pro forma ici. J'ai eu des prothèses, j'ai demandé et obtenu la facture pro forma que j'ai ici. Mais je n'ai eu personne pour m'aider à financer ces prothèses. Sont fabriquées au Sénum. Ici, en deuxième, j'ai contacté Diakité Robotique également. En plus d'avoir à gérer le quotidien d'un jeune homme handicapé moteur, la famille Sissoko fait face aux arnaques de certains internautes qui perçoivent de l'argent au nom de Mamadou, sans oublier que Mamadou Sissoko, connu sur le surnom GMS, malgré son handicap moteur, est aussi victime des mauvais clients qui lui demandent des conceptions et qui disparaissent après le service rendu. Une situation qu'il prend avec philosophie et garde le sourire. À présent, l'invité de notre journal d'aujourd'hui, il s'agit du promoteur de l'entreprise Millennium Technologies, notre compatriote Zegedi Moussa Diarra, qui vient de remporter la 3e place de la première édition du Pastorat Hackathon au Niger. Son projet Drone Maliba a été classé 3e sur 473 projets. Les participants à ce concours des innovations technologiques au profit du développement du pastoralisme venaient de 10 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. L'événement a eu lieu à Niamey, au Niger, du 25 au 27 mai 2022. Monsieur Diarra, bonjour, bienvenue. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie, c'est avec plaisir. Et avant d'aller avec les questions, d'abord toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Sur 473 places, vous êtes arrivé 3e. Toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Et voilà. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste ce concours
des innovations technologiques au profit du développement du pastoralisme. Merci. Mais avant, permettez-moi d'adresser mes salutations à l'ensemble des téléspectateurs et téléspectatrices de Joliba News TV à travers le monde. Le Pastor Hackathon, c'est une compétition technologique qui a été initiée par le réseau Mauro-D Bilital, avec ses partenaires notamment l'ASNV et également l'Agence danoise pour les réfugiés, l'Agence nationale pour la société de l'information, mais également le Fonds international pour le développement de l'Afrique et avec leur partenaire stratégique, le cabinet Expertarium. C'est un concours qui a réuni effectivement plusieurs jeunes inventeurs, créateurs ou innovateurs de 10 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, qui visaient donc à venir concourir avec des solutions qui peuvent aujourd'hui apporter des véritables solutions à des problèmes récurrents du secteur du pastoralisme. D'accord. Justement, parlant de solutions, lors de ce concours, qu'est-ce que vous avez proposé comme solution avec votre drone Maliba? Alors, le drone Maliba, c'est un drone qui est multifonctionnel. Et dans cette multifonctionnalité, il peut être utilisé pour une panoplie de missions. À cet effet, pour ce qui concerne le secteur du pastoralisme, il peut être utilisé dans un premier temps pour la surveillance des animaux, et cela jusque dans un rayon de 15 km. Primo. Deuxièmement, également, en cas de perte des animaux, la reconnaissance faciale des animaux à travers le drone peut être effectuée également de façon automatique. Et quand on parle du Sahel, le véritable problème qu'il y a aujourd'hui, et pour les animaux et pour également les pasteurs, c'est un problème d'eau. C'est un drone également sur lequel on peut embarquer des capteurs de télédétection qui permettent d'identifier les nappes phréatiques et pouvoir nous dire à quel moment on peut trouver de l'eau en tel point ou tel point et quel point est compatible pour pouvoir en faire un forage ou un puits à grand diamètre pour servir d'abreuvoir non seulement pour les animaux, mais également de source d'eau pour les populations également. Et donc, voici donc, entre autres fonctionnalités du drone que nous avons mises en exergue, que nous avons montré, démontré devant le jury international et qui nous a valu la 3e place sur ces 473 projets. Justement, 3e place, vous avez été classé 3e sur 473 participants. Qu'est-ce que cela vous donne comme sentiment? D'abord, un sentiment de fierté vis-à-vis de mon pays, le Mali. Quand on regarde le classement général, voir que le Mali a occupé la 3e place sur autant de projets, je suis très content d'avoir hissé le drapeau de mon pays aussi haut. Ça, c'est le premier sentiment. Deuxième sentiment, ça veut dire que dans notre débrouillardise, ce que nous sommes en train de faire également peut en quelque sorte apporter des solutions par rapport à certains problèmes. Donc, je vois cela comme étant le point de départ vers d'autres combats, vers d'autres quêtes, pour toujours faire en sorte que le nom Mali puisse en tout cas briller au firmament. D'accord. Et vous avez dans un passé récent proposé les services du drone Maliba au FAMA. Est-ce que la demande a été acceptée par nos autorités? Sinon, quel est le blocage? D'accord. Vous savez, l'armée, c'est la grande muette. Généralement, quand on pose ce genre de questions, on dit chut, attention, cela se discute autrement. Mais c'est pour vous dire simplement qu'il existe une collaboration entre les forces armées et de sécurité du Mali, FAMA, et l'entreprise Millennium Technology en matière de drones. Vous me permettrez de ne pas trop rentrer dans les détails par rapport à ce partenariat, compte tenu en tout cas du fait que l'armée, c'est la grande muette. Pas trop rentrer dans les détails, est-ce que c'est possible de dire qu'ils vous ont dit oui ou bien ils vous ont dit non ou... La collaboration existe, c'est pour vous dire qu'il y a certaines unités des forces armées qui aujourd'hui travaillent avec des drones Maliba. Donc ça veut dire que déjà une collaboration, est là. La réponse elle a été positive. Et maintenant, dans la mise en œuvre et autres détails, pour l'instant, je préfère ne pas rentrer dans ces détails. Je préfère que ça vienne beaucoup plus d'eux que de moi. D'accord. Ok, c'était là l'invité de notre journal du jour, à la personne du promoteur de l'entreprise Millennium Technologies, notre compatriote Zegedi Moussa Diarra, qui vient de remporter la 3e place de la première édition du Pastor Hackathon au Niger, avec son projet drone Maliba qui a donc été classé 3e sur 473 projets. Encore toutes nos félicitations. Merci madame. Et plein de succès pour la suite. Merci beaucoup. À présent, place à l'image du jour, le lac Louise au Canada. Le lac Louise, Lake Louise en anglais, est un lac en Alberta, Canada, dans le parc national de Banff. En 1882, les guides autochtones y conduisent Tom Wilson, un ouvrier du Canadian Pacific CP, qui le nomme lac Emerald. En 1884, il prit le nom de lac Louise
en référence à la princesse Louise, duchesse d'Argy, 1848-1939, quatrième fille de la reine Victoria et l'épouse du gouverneur général, le marquis de Lorne. Le peuple originaire de la région, les Assiniboines, continue cependant de l'appeler Hora Jutin Imn, qui signifie le lac des petits poissons, situé à 67 km de la ville de Banff et à 190 km de Calgary. La couleur de ces eaux turquoises provient des farines de roches générées par le meulage mécanique du substrat rocheux par des glaciers alentours. Sa température ne dépasse jamais quelques degrés au-dessus du point de congélation, long de 2,4 km et large de 1,2 km. Il se déverse dans la rivière Bow. En hiver, la couche de glace est suffisamment épaisse pour accueillir des événements provisoires, patinoires naturelles, sculptures sur glace, etc. Sur sa berge se trouve le Fairmont Chateau Lake Louise Hotel, dont la construction remonte à 1890. Il a été restauré en 1990. Cet hôtel a été nommé par la revue Gourmet l'hôtel jouissant du meilleur paysage au monde. Maintenant, retrouvons Silan Douba pour le récit de la page internationale. Le président Macky Sall lance à Dakar les travaux de la première usine de dessalement d'eau de mer du Sénégal pour améliorer l'approvisionnement de la métropole confrontée à des pénuries, malgré les craintes des pêcheurs et des défenseurs de l'environnement. Mesdames et messieurs, le projet complexe et inédit que nous lançons ce jour marque une étape majeure dans la matérialisation du plan Sénégal émergent. Elle est d'autant plus vitale, cette usine, que la situation démographique, combinée à une forte poussée immobilière, un développement fulgurant des activités économiques, ont engendré une surexploitation des ressources hydriques locales, accélérant ainsi la remontée du biseau salé dans la presqu'île du Cap-Vert. Je voudrais saisir cette opportunité pour rassurer toutes les parties prenantes que l'État a pris toutes les dispositions nécessaires à la maîtrise optimale des impacts environnementaux et sociaux de ce projet dans l'esprit des objectifs de développement durable, en particulier l'objectif numéro 6 qui concerne l'eau potable et l'assainissement. Dans le même sillage, j'ai instruit le gouvernement de procéder au paiement des impenses du projet afin de compenser les pertes commerciales des personnes physiques et morales détentrices de titres de propriété ou menant des activités économiques au niveau de la plage impactée par le projet. Il s'agit de la construction d'une usine de dessalement de l'eau de mer d'un coût de 137 milliards de CFA francs. Ce projet est financé par un prêt concessionnel du gouvernement du Japon dont l'accord a été signé en 2016. Alors que la tension monte entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta, revendique un droit de réponse et de protection de la sécurité du pays lors d'une conférence de presse à Kigali. Si les attaques continuent, le Rwanda aura le droit de répondre et de protéger la sécurité du pays, de protéger la sécurité de ses citoyens, et nous avons les moyens de le faire. Il n'y a pas de présence de soldats rwandais en RDC. Et à partir de là, il ne peut y avoir de collaboration avec aucune force présente dans l'est de la RDC s'il n'y a pas de présence de soldats rwandais. Mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. C'est la fin de ce Joliba Evening News. Rendez-vous pour le Joliba Morning News si tout va bien. Encore merci à toutes et à tous pour votre aimable fidélité et excellence de programme sur Joliba TV News.
Evening News.